Je pense qu'on a du mal à percevoir l'étendue des destructions qui sont décidées à Bruxelles en permanence, et en particulier cette semaine. Dans une même semaine, à Paris, l'Assemblée nationale adoptait dans la plus grande douleur une baisse de 5 petits milliards du déficit de la Sécu, c'est-à-dire à peine 0,7% du budget total, après 2 mois d'une guerre de tranchées législatives et des gros titres, en veux-tu, en voilà, matin, midi, soir, toute la nuit, ils sont battus toute la nuit, nous, on a suivi ça, pour ceux qui l'ont fait, dans les médias quasiment heure par heure. Et pendant ce temps-là, Bruxelles vient, hier, de nous remettre plus de 17 milliards d'euros sur le dos pour l'Ukraine, en toute indifférence politico-journalistique. Et encore, on peut rajouter un demi-milliard d'intérêts en plus chaque année pour la France. Et encore, c'est que le début, on a probablement 22 ou 23 milliards de dettes dans les tuyaux pour nous, toujours pour soutenir l'Ukraine. Et attention, là, on parle jamais que de ce qui est en cours. Si on regarde ce qui a déjà été fait, il y a encore une quinzaine de milliards pour nous à rajouter sur le passif depuis 2022. C'est un truc de dingue. Pourquoi ? Parce que ces sommes représentent donc la part de la France. Là, en particulier, ce qui a été voté avant-hier, c'est ce crédit de 90 milliards pour le budget de l'Ukraine de 2026 et 2027. Et c'est un scandale absolu. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière de l'Investisseur sans costume, et vous l'avez compris, on va s'intéresser aujourd'hui à ce crédit de 90 milliards que Bruxelles vient d'accorder officiellement de la pire des manières à l'Ukraine, en bafouant absolument complètement ces traités. C'est un abus de droit de dingue. On est sur une espèce de coup d'État à bas bruit avec les mêmes mécanismes que ce qui s'était passé pendant le Covid. Et tout ça pourquoi ? Pour soutenir l'Ukraine ? Pour soutenir les intérêts de l'Europe au travers de l'Ukraine ? Quand on y regarde de plus près, on est absolument sur des enjeux économiques, financiers, matériels, et surtout des intérêts privés. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec Bruxelles, c'est utiliser la force publique pour protéger les intérêts privés, et je dirais même plus, des intérêts privés européens en panique, parce que ce qui est en train de se jouer en ce moment en Ukraine, c'est la fin de l'influence européenne en ex-URSS, influence énorme qui avait été prise à la chute de l'Union soviétique en 1991 et après. C'est une énorme page qui se tourne, et je suis pas sûr qu'on se rende compte du niveau de déclin qui est en train de s'accélérer, non seulement pour nous, mais aussi pour nos soi-disant élites, qui en fait sont en train de se faire sortir de l'histoire à peu près aussi vite que nous. Alors, peut-être que certains auditeurs chagrins très pointilleux ont pu sursauter quand je vous ai dit qu'il y avait plus de 17 milliards de dettes pour la France sur les 90 qui ont été accordés à l'Ukraine. Ça peut vous sembler un peu gonflé à la pompe à vélo, mais ne me jetez pas la pierre trop vite, parce qu'il y a une clause spéciale dans ce crédit à l'Ukraine. La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie sont exemptées de ce prêt. Leur part est donc compensée par les autres membres de l'Union, et c'est pour cela que les 18,5% en gros de contribution française au budget de l'UE se retrouvent augmentés d'autant. Alors j'ai oublié de préciser, que ça allait être assez épais cette vidéo. C'est pas forcément bête, comme vous le savez, j'ai toujours regardé, c'est bien, écouter, c'est bien. Lire, c'est mieux. Je vous mets le papier qui l'accompagne en description là-haut. C'est pas inintéressant de le lire, d'aller consulter les sources. Toujours bien d'aller se lire une fois de temps en temps, se farcir un peu de langage de technocrate européen. Faut pas le faire trop, mais une fois de temps en temps, ça nous rappelle l'espèce de monde de fous dans lequel ces gens vivent, dans lesquels ils nous détruisent, mais ils s'auto-détruisent en même temps. Et bref, donc, ce crédit accordé à l'Ukraine
La Hongrie, et la République tchèque et la Slovaquie, qui étaient vent debout contre, ont été exemptés pour le faire passer. Et là, vous pouvez sursauter bien légitimement. Parce que même si la différence n'est pas considérable en termes de montant, cela en dit extrêmement long sur le fonctionnement de cette espèce de mafia chiffonnière qui est devenue l'Union européenne. Parce que, en effet, les décisions de politique étrangère dans l'Union européenne se prennent à l'unanimité. Et le mécanisme dit de coopération renforcée, invoqué dans les conclusions du Conseil européen, qui viennent de paraître, pour contourner cette unanimité, exclut sans aucune ambiguïté les décisions de politique étrangère, et alors encore plus, une décision aussi importante qu'un crédit de 90 milliards à un État étranger. L'opération est tellement frauduleuse que la Commission a d'abord fait tout ce qui était en son pouvoir pour adosser ce crédit, non pas au budget de l'Union européenne, et donc à tous les États membres, à l'exception de la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Et pour faire ça, elle a voulu, on l'a vu, l'adosser aux avoirs russes gelés en Europe. Bon, alors la solution n'était pas moins frauduleuse, mais elle semblait, au moins un peu en apparence, faire reposer le crédit sur les méchants cosaques plutôt que sur des États membres déjà exsangues. Mais, à mon avis, la solution qu'on a finalement trouvée n'est pas très différente des objectifs initiaux. Et ces objectifs, ça fait plusieurs semaines que je suis en train de suivre ce truc-là. J'ai des brouillons de lettres, vous imaginez même pas les pages et les pages que je n'osais pas publier parce que je trouvais le truc trop compliqué, trop bizarre. Là, maintenant, on en avance. Et mon intime conviction, c'est que ces objectifs pour l'Union européenne, c'était de conserver et de renforcer le contrôle sur les avoirs russes, qui est peut-être une des dernières monnaies de négociation qu'on a encore en Europe et surtout de financer l'Ukraine coûte que coûte, pour éviter plusieurs choses, pour éviter une faillite de l'Ukraine, et donc une faillite pour ses créanciers, c'est-à-dire nous, de devoir tout d'un coup se matérialiser des pertes, mais surtout empêcher une reprise en main totale de Kiev par les États-Unis, qui est ce qui se passerait quasi naturellement s'il y avait une forme de défaut qui arrivait pour l'Ukraine. Et vraiment, c'est à mon avis tout ce que voulait Bruxelles. Alors je dis Bruxelles parce que les institutions européennes, c'est toujours d'un truc à vous faire péter la tête. Vous avez la Commission européenne, on connaît bien, Ursula von der Leyen, le bras exécutif, mais au-dessus de la Commission européenne, vous avez le Conseil européen. Conseil européen, initialement, c'est d'ailleurs un truc qui a été voulu par De Gaulle, mais qui a été totalement détourné, on va y revenir dans un instant, qui est en fait le rassemblement des chefs d'État et présidents de l'Union européenne, des États membres, avec à leur tête un président, Antonio Costa, on le connaît moins qu'Ursula von der Leyen, mais il est limite clair. Et vous avez le Conseil de l'Union européenne, qui est élu l'équivalent du Conseil des ministres. Généralement, on fait venir tous les ministres des Affaires étrangères, de l'économie, quand c'est en fonction des décisions qu'on a à prendre. Donc, c'est ces trois conseils-là qui nous intéressent. Et ce sont eux qui opèrent. Vous avez l'organe le plus mafieux, qui est celui du Conseil européen, où toutes les décisions se prennent à huis clos. Il y a pas, les minutes sont pas publiées, on ne sait pas ce qui se passe, et qui en gros émettent sur proposition de la Commission les décisions que le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres, vont officiellement voter après. C'est un peu comme si vous avez le président qui dit à son ministre, voilà ce que tu dois faire. Donc moi quand je dis Bruxelles, c'est cette espèce de coordination bizarre de ces trois organes, Commission, Conseil européen des chefs d'État, Conseil de l'Union européenne des ministres. Et donc, en fait, la solution qui a été trouvée, qui semble être un camouflet, est en fait pas très différente de ce qui était voulu, qui était celle de s'adosser sur les avoirs russes. D'abord parce que, même si le prêt n'est plus adossé aux avoirs russes, la Commission a quand même réussi à faire passer le gel renforcé des avoirs russes. On va y revenir dans un instant. Mais en tout cas, verrouiller ces avoirs, ça c'est fait.
et on n'y reviendra pas. Si, on peut y revenir, mais en tout cas, c'est indépendant de la solution, ce qui est très bizarre, parce que on a dit qu'il fallait geler ses avoirs pour le prêt, mais en fait, y a pas, le prêt n'est pas adossé aux avoirs russes, et ils sont quand même gelés, de manière encore plus forte que précédemment. Les intérêts, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que, généralement, les médias disent que les intérêts de ces avoirs russes auraient dû être utilisés pour payer les intérêts par Bruxelles. Oui, parce que Bruxelles fait un prêt à taux zéro à l'Ukraine, mais ce prêt est lui-même financé sur les marchés financiers. Taux moyen, on n'est pas à un dixième prêt, mais 3%, parce que c'est 2,9, 3,1, ça ne change pas fondamentalement les choses. Mais donc, il y a 3% d'intérêt à sortir tous les ans, c'est pas l'Ukraine qui les sort, c'est à nous de les sortir. On a beaucoup écrit que c'était les intérêts de ces avoirs russes eux-mêmes qui allaient servir à payer la dette. Non, ça n'a jamais été prévu comme ça, pour une simple et bonne raison que les intérêts des avoirs ont déjà été appropriés par l'Union européenne il y a 1 an. Là aussi, pareil, dans un truc totalement frauduleux. Et donc, ils ont déjà été appropriés, ils sont déjà utilisés pour l'Ukraine. Donc ça vient en plus, et donc dans tous les cas, ça aurait toujours été les États membres qui auraient dû payer ces intérêts tous les ans. Alors comme ça, on a l'impression, ok, sur 90 milliards, 3%, en gros 3 milliards chaque année, ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais c'est 3 milliards chaque année d'un crédit qui ne sera jamais remboursé. Personne ne peut imaginer que l'Ukraine va rembourser le début de ce crédit à quelque horizon de temps que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est le discours qu'a prononcé Antonio Costa à la fin de cette réunion, qui s'est tenue le jeudi et vendredi dernier. Donc Antonio Costa, président du Conseil européen, qui a déclaré que ces avoirs russes pourraient quand même être saisis pour rembourser le crédit. Alors, je précise que cette folie furieuse de s'accrocher encore n'apparaît pas, en tout cas jusqu'à présent, n'apparaît dans aucun texte officiel. Il y en a encore quelques-uns qui doivent être diffusés, mais tout ce qui a été diffusé pour le moment, on n'a pas ça. Mais dans le discours, Antonio Costa dit, je cite, « Nous accorderons de toute urgence un prêt garanti par le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres. Cela permettra de répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine, c'est-à-dire, là pardon c'est moi qui brode, le budget de l'État et évidemment l'effort de guerre pour 2026 et 2027, c'est pour 2 ans. En tout, il y en a pour 140 milliards, mais l'Union européenne participerait directement à hauteur de 90 milliards et indirectement via les organisations internationales. Je reprends la citation d'Antonio Costa. « L'Ukraine ne remboursera ce prêt qu'une fois que la Russie aura payé des réparations. » C'est pas demain la veille, et l'Union se réserve le droit de recourir aux avoirs immobilisés pour rembourser ce prêt. Donc en fait, il n'a même pas abandonné dans sa tête, ou en tout cas officiellement, devant le micro, d'aller choper ses avoirs. Ce qui est un truc qu'il ne faut vraiment pas faire. Donc, comme ce que l'on vient de voir, le remboursement du prêt est toujours soumis au paiement des réparations russes à l'Ukraine. Et ça, c'était effectivement inscrit dans les décisions du Conseil et les projets de règlement de la Commission. Donc ça, pour le coup, ils l'ont écrit partout, ils pouvaient l'écrire. Et même si le prêt avait été adossé aux avoirs russes, il faut bien voir que la garantie était demandée, c'est-à-dire que les avoirs russes, la Belgique était absolument vent debout, puisque c'est Euroclear qui a 185 des 210 milliards dans ses comptes d'avoirs russes gelés. Si jamais une paix était faite et que tout d'un coup, il y avait eu un grand accord international qui disait qu'il fallait rétrocéder les avoirs gelés et qu'on avait effectivement adossé un crédit dessus, tout d'un coup, la Belgique se retrouvait avec un trou de 200 milliards à devoir combler. Amusez-vous, 185 milliards, pardon. Donc, évidemment, la Belgique avait exigé que les États membres soient caution solidaire de cette folie. Donc, en fait, dans tous les cas, les avoirs russes n'étaient qu'une sorte d'intermédiaire, ça ne change pas grand-chose. Et dernièrement, la seule différence entre le fait d'adosser le crédit aux avoirs russes ou directement au budget de l'UE, c'est purement comptable. Et au fond, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est adossé sur les avoirs russes, et nous, on garantit simplement les avoirs russes si jamais ils doivent être rétrocédés, eh ben ça, c'est ce qu'on appelle une garantie hors bilan.
C'est pas quelque chose qu'on compte dans le bilan, c'est pas quelque chose qu'on compte dans la dette officielle. Alors que là, maintenant que c'est au budget de l'Union européenne, ce crédit va gonfler la dette des États membres. Et comme tout le monde sait que ce crédit ne sera jamais remboursé, cette dette-là, on peut vraiment se la mettre pour nous, et elle est pour nous. Sauf que, qui parle encore de critères de Maastricht aujourd'hui? On a quasiment oublié ce mot dont on ne faisait que parler pendant une quinzaine d'années. Alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'on augmente notre dette d'un demi-point de plus ou pas? Franchement, mais bon, c'est la différence. Donc, au fond, ce que je voulais dire par là, c'est ce que voulait Bruxelles, c'est-à-dire verrouiller les avoirs russes et financer l'Ukraine. L'Ukraine qui est historiquement, avant même la guerre, et la guerre n'est pas un des États les plus corrompus au monde. On vient de filer 90 milliards à un État qui, en temps de paix, est un des plus corrompus au monde, et qui, en plus, là, est en temps de guerre, et on voit bien, si vous regardez un tout petit peu la presse, que ça s'est pas amélioré. Mais pas du tout, du tout, du tout. Et donc, dans toute cette choucroute législative, vous avez la Commission, main dans la main avec le Conseil européen, qui a commis pas moins de 2 énormes abus de droit. Un, sur ce qu'on appelle l'état d'urgence, l'article 122 du TFUE, traité de fonctionnement de l'Union européenne, et un deuxième sur la coopération renforcée de l'article 20 du TUE, le traité de l'Union européenne. Et enfreint le principe d'effectivité, de proportionnalité, qui sont censés être des principes appliqués en Europe. Donc c'est vous dire qu'on est dans un caractère ouvertement mafieux des tractations européennes désormais. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes mécanismes que ceux qui ont été utilisés dans le Covid, les mêmes articles qui sont détournés, sur en particulier l'état d'urgence à l'article 122 du TFUE. Et c'est, à mon avis, un coup d'État qui est en train de se produire à bas bruit et qui nous dépaisse de toute forme de la souveraineté qui pouvait nous rester. Alors, vous connaissez l'adage, il ne faut pas laisser perdre une bonne crise. C'est peut-être par là que l'Union européenne pourrait s'effondrer. À force d'instrumentaliser les crises à son profit, la Commission finit par les aimer davantage que la prospérité commune sur laquelle elle est censée reposer. Et là, on a vraiment 2 exemples déroutants. La communication de Bruxelles est absolument délirante. On a vu que la Commission et le Conseil ont abusé du principe de coopération renforcée, l'article 20, pour passer ce crédit à l'Ukraine. Elle a également abusé de l'article 122 pour renforcer le gel des avoirs russes, article bizarre qui a été détourné une sorte d'état d'urgence. C'est-à-dire qu'officiellement, la Commission européenne a renforcé le gel des avoirs russes car il est, je cite, urgent d'empêcher le transfert des avoirs vers la Russie afin de limiter les dommages causés à l'économie de l'Union. Et quoi, se gratter un peu la tête. En quoi est-ce que dégeler les avoirs russes, dans le cadre, par exemple, du plan de paix américain, serait dommageable à l'économie de l'Union européenne? Quel rapport? Alors, je précise que jusqu'alors, il suffisait qu'un seul État de l'Union change d'avis pour que les avoirs soient dégelés en 6 mois. C'est-à-dire qu'il fallait tous les 6 mois, on reprend la décision, est-ce qu'on continue de geler les avoirs? Et tous les 6 mois, il faut que ce soit pris à l'unanimité. S'il y a un État qui dit non, je suis pas d'accord, les avoirs sont dégelés. Et donc, grâce au détournement de cet article 122 du TUE, il faut désormais une majorité qualifiée, et la fréquence de révision n'est plus tous les 6 mois, semestrielle, mais elle est biennale, tous les 2 ans. Et il est même spécifiquement inscrit que la Russie doit payer des réparations à l'Ukraine pour que les avoirs soient dégelés. Dans les faits, c'est comme si on avait gelé ses avoirs à tout jamais, ou presque. Pourquoi est-ce que la Russie irait payer des réparations à l'Ukraine, alors que, il n'en est jamais fait mention dans le plan de paix américain, et qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de forcer la Russie, à payer des réparations. Ils ne sont pas du tout dans une position de perdant. Et surtout, pourquoi paierait-il 200 milliards de réparations pour en dégeler 200? Pourquoi est-ce qu'il paierait 200 pour en récupérer 200, avec le risque, évidemment, que dans l'intermède, il
eux, ils engagent ces 200 milliards, mais qu'on leur dégèle pas pour autant leurs avoirs gelés. Vu la corruption de nos institutions, je pense qu'ils doivent sérieusement y penser. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Il n'y a aucun intérêt à dépenser 200 milliards de la main gauche pour essayer d'en récupérer 200 de la main droite. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc vous avez ces avoirs qui sont gelés, qui sont quelque chose qui est une décision de politique étrangère, qui est de savoir, avec ce partenaire russe, qu'est-ce qu'on fait de ces avoirs. C'est important parce que donc on a une question de politique étrangère. Or, si on regarde l'article 122, dans son alinéa 1, il stipule que le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, de mesures appropriées à la situation économique. Donc cette espèce d'article qui est détourné, il a été détourné aussi dans le Covid pour les pré-contrats des vaccins. Donc le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États, de mesures appropriées à la situation économique. C'est ce truc-là qui était détourné une espèce d'état d'urgence. On ne parle pas d'urgence, on parle de mesures appropriées à la situation économique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est génial. Et en fait, c'est pour ça que toute la justification du gel des avoirs russes repose sur des espèces d'affabulation économique, que si on rendait ces avoirs à la Russie, ce serait une catastrophe, était une forme d'urgence à ne pas le faire, ça serait une catastrophe économique pour la prospérité de l'Union. Ça n'a aucun sens, mais c'est le seul moyen de convoquer cet article et de dire « Ah, regardez, on va prendre des mesures appropriées à la situation économique ». En quoi est-ce que dégeler des fonds souverains de la Russie affecte la situation économique de l'Union européenne? Encore une fois, on parle dans un temps de paix. Personne ne parle de dégeler ces fonds pendant la guerre. Ça aussi, j'y reviens. Mais à partir du moment où la paix est faite, pourquoi est-ce que, si la paix est faite, on ne peut pas rétrocéder ces fonds, qui encore une fois sont des fonds souverains? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est folie. C'est folie, c'est de l'abus de droit et c'est rien d'autre. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est du quoi qu'il en coûte. On l'a fait avec le vaccin. Là, on le fait de la même manière. C'est un coup d'État qui est en cours où on n'arrête pas de nous renvoyer les règles de l'Union européenne pour nous, les États, la France en particulier, dire non mais EDF tu peux pas faire ci, on est en train de tuer EDF à cause des règles européennes, on est en train de tuer notre industrie automobile à cause des règles européennes, et eux ils les appliquent pas. Ils ne les appliquent absolument pas, c'est que pour nous, c'est pas pour eux, c'est une catastrophe. C'est quelque chose, voilà. Il faut que la Commission ait les coups des franches pour bloquer le plus longtemps possible ces avoirs. Pourquoi ? Parce que c'est leur seul petit élément de négociation à la table actuelle sur lequel on voit bien que ils sont pas les bienvenus. Et encore, c'est un petit moyen de négociation, parce que, à mon avis, les États-Unis ont plus d'influence sur Euroclear que nous, même si c'est une société de capital européen en Belgique, la Caisse des dépôts est un des grands actionnaires d'Euroclear, mais les États-Unis tiennent nos chambres de compensation par les produits dérivés, les fournitures de dollars. Et d'ailleurs, le président d'Euroclear, c'est un banquier qui a fait toute sa carrière chez Citigroup dans une banque américaine. C'est un pur produit de la finance américaine. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est que la Commission met en œuvre des acrobaties insensées pour justifier piteusement un montage foireux. Tout ça, c'est encouragé par le Conseil européen, qui est encore une fois un organe quasi mafieux, qui réunit des chefs d'État sous la présidence d'Antonio Costa. Tout ça suivi par le Conseil de l'UE. Et vraiment, la question, c'est pourquoi un tel acharnement? Pourquoi est-ce que on détourne, donc, je vous dis, cet article d'état d'urgence, qui est un état d'urgence
économique, qui a déjà rien de le voir comme ça, c'est déjà à moitié le détourné. Pourquoi c'est détourné pour une question de politique étrangère? Et pourquoi est-ce que on a, pareil, détourné celui de coopération renforcée, qui ne s'applique pas aux décisions de politique étrangère pour une raison assez simple. C'est-à-dire que si c'était pas le cas, ça voudrait dire qu'on pourrait déclarer, c'est-à-dire que l'Union européenne pourrait déclencher une guerre contre un pays sans qu'un de ses États membres soit d'accord. Évidemment que c'est pas envisageable. Mais ce sont vraiment ces deux articles qui sont vraiment coopération renforcée sur un sujet sur lequel il n'est pas possible. Évidemment, vous voulez faire une coopération renforcée pour mettre en place une politique d'énergie renouvelable pour acheter des éoliennes et construire des éoliennes. Très bien, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être tous autour de la table pour le faire. Vous êtes sur des questions de géopolitique absolument fondamentales comme celle du conflit ukrainien. Ah non, je veux dire, vous pouvez pas vous mettre à un petit groupe de 9, 10, 11, 12, 20, pendant que derrière, vous en avez plusieurs qui sont pas d'accord. Et le pire, c'est que dans cette affaire-là, si l'Europe voulait vraiment la paix en Ukraine, si elle voulait vraiment aider à la reconstruction de l'Ukraine, elle ne ferait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle coopérerait avec le plan américain, qui est probablement une des meilleures chances d'arriver à la paix aujourd'hui. Le plan de Trump, si on prend uniquement cette question des avoirs russes gelés, le plan initial, on ne sait pas où il en est aujourd'hui, il continue d'être négocié, mais en tout cas, la dernière version qu'on a de ce plan-là prévoit d'utiliser, enfin il prévoyait en tout cas, c'est vraiment une pierre d'achoppement, 100 milliards de ces fameux avoirs gelés en Europe pour la reconstruction et d'en rétrocéder 100 à la Russie. Alors vous allez me dire, 200 c'est mieux que 100. Oui, mais 100 c'est mieux que 0. Et c'est autrement plus réaliste d'attendre des réparations de la Russie comme l'Arlésienne. C'est-à-dire que si vous attendez que la Russie paye des réparations, ça veut dire que vous battez la Russie sur le champ de bataille. Très clairement, on n'y est pas. Très clairement, la Russie, pour le moment, se positionne pas extrêmement clairement sur le plan de paix. Elle n'a pas l'air extrêmement pressée de faire la paix. Donc, peut-être qu'il faudrait se battre encore plus et mettre encore plus d'argent et mettre encore plus. Ok, mais pendant ce temps-là, c'est des gens qui meurent, c'est un pays qui continue de s'effondrer, c'est aussi un risque qui est extrêmement violent. Et le problème, c'est que ce qui ne va pas à Bruxelles, ce ne sont pas tant les fonds pour la reconstruction qui sont le problème, mais c'est qui les contrôle, qui attribuera les appels d'offres. Quels grands groupes pourront se gaver sur les centaines de milliards en numéraire et surtout des milliers de milliards en ressources naturelles qui vont pouvoir être extraits de l'Ukraine. L'Ukraine, ce sont les terres noires, c'est des ressources minières incroyables, c'est aussi de l'énergie et c'est aussi du gaz russe qui peut revenir et qui peut être utilisé, notamment pour faire tourner des data centers d'IA dont les États-Unis ont absolument besoin. Et évidemment, Trump s'arroge cette prééminence. Et on ferait de même à sa place. Et c'est là où c'est important, je l'ai dit, qu'il faut se rappeler que l'URSS, historiquement, à partir de 1991, c'est notre terrain de jeu. C'est le terrain de jeu de l'Europe. Ce sont les groupes européens qui ont pris la part du lion de la chute de l'URSS. Ce sont les Français qui avaient commencé à valoriser les fameuses terres noires ukrainiennes et les formidables ressources agricoles. C'est eux qui devaient bénéficier des terres rares ukrainiennes avant la guerre. Et toute cette influence est passée à la poubelle depuis la guerre, et ce sont les États-Unis qui reprennent le contrôle. Et c'est ça qui est insupportable à la grande bourgeoisie d'affaires européenne, qui, encore une fois, historiquement, a des intérêts majeurs en ex-URSS. Et là, il ne s'agit pas uniquement de l'Ukraine, mais on s'est fait virer de Russie aussi. Et désormais, Trump veut les terres rares pour l'Amérique. Cargill a mis la main sur les autres terres stratégiques, les fameuses terres noires, les terres agricoles. BlackRock est à la manœuvre sur la reconstruction. La Silicon Valley veut désormais installer ses data centers en Ukraine pour contourner les goulets énergétiques sur son territoire. Et en gros, on n'attend plus que la paix pour foncer. Oui, mais tant qu'il y a la guerre, on peut regarder l'illusion d'un rétablissement. Tant qu'on a les avoirs russes, on a encore quelques arguments pour négocier.
Tant qu'il y a la guerre, tant qu'on peut comme ça forcer la main pour tout d'un coup prêter 90 milliards à un des États les plus corrompus au monde, ah, c'est la guerre, on peut. Mais en temps de paix, c'est Charles Gave qui disait ça encore il y a quelques heures, quelques jours, que le problème aussi de l'Europe pour faire la paix, c'est que le jour où il y aura la paix, on demandera des comptes. Oui, où sont passés ces centaines de milliards dans un des États, encore une fois, les plus corrompus du monde? Et il y a des gens qui veulent pas qu'on fasse ces comptes-là. Parce que, encore une fois, on le sait, les territoires de guerre, on l'a vu avec l'Irak, sont des énormes lessiveuses d'Afrique. Et quand je dis des énormes lessiveuses, c'est l'argent public occidental qui est détourné à des fins d'intérêt privé. Et le théâtre d'opération, que ce soit l'Ukraine ou l'Irak, ne sont que la lessiveuse. Mais oui, en partie, on va s'occuper du pétrole irakien, on va s'occuper des terres noires, des terres rares et des immenses ressources ukrainiennes, mais la plus grande ressource de tous, c'est vous, c'est nous. C'est d'aller chercher du financement public et de le privatiser. Mais alors, le problème avec tout ça, c'est que je suis même pas sûr que les grandes familles européennes aient encore cette autonomie stratégique. Je suis même en train de me demander si on n'est pas, ce serait pas la première fois, une guerre de proxy, non pas transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, mais transpartisane entre démocrates et républicains américains. Et que finalement, la guerre qu'on voit en cours, c'est pas l'Europe qui essaye de résister à Trump, c'est les démocrates qui essaient de résister à Trump. Je crains également qu'en plus de solder l'avantage obtenu à la chute de l'URSS, il y ait des velléités de nous décrocher du blanchiment des centaines de milliards russes qui ont été déversés dans l'économie européenne après 2008 pour contribuer à sauver notre système financier de la banqueroute. En particulier, on ne parlera jamais assez du scandale Danske Bank. C'est pas impossible qu'il y ait des choses comme ça. Mais bon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. On n'a pas vu la fin de cette histoire. On y reviendra. Retenons en tout cas que la dérive autoritaire de Bruxelles pourrait bien nous emmener dans un siècle de dictature, généralement dont on parle comme l'URSS, ou alors son effondrement. Quand on voit vraiment la perte de contrôle dans laquelle ces gens sont, à vouloir faire tout et n'importe quoi, à ne plus avoir aucun respect des traités, aucun respect des usages, ça peut aussi mener à l'effondrement. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. J'en ai parlé le jeudi dernier pendant un bon quart d'heure à la fin d'une conférence que j'ai donnée sur le 3e choc pétrolier, avec différentes stratégies d'investissement et comment est-ce que ces stratégies réagissent face à l'effondrement, à la guerre. Alors évidemment, on espère le meilleur, mais on prépare le pire. Et à horizon 10 ans, 20 ans, à des horizons d'investissement longs, on est obligé aujourd'hui de prendre en compte un effondrement de l'Union européenne, on est obligé de prendre en compte la guerre et d'avoir des investissements qui sont pas libellés en euros, qui sont même pas dans la zone euro, même pas dans l'Union européenne, et qui sont des investissements stratégiques. C'est pour ça que je parle de pétrole, des investissements énergétiques. Et voilà, c'est une conférence qui a eu un très grand succès. Si vous regardez cette vidéo rapidement, je fais une deuxième session sur ce 3e choc pétrolier lundi soir à 20h, lundi 22 décembre à 20h. Je vous mets un lien aussi là-haut et en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à votre bonne fortune.